15 mai 1944. À une gare ferroviaire du nord-est de la Hongrie, un train quitte Kassa. À l'intérieur se trouvent plus de 3000 personnes, hommes, femmes, enfants, entassés dans des wagons à bestiaux scellés. Pas de nourriture, pas d'eau, à peine de l'air. Le voyage durera plusieurs jours. Lorsque les portes s'ouvriront enfin, ils n'arriveront pas dans une prison. Ils arriveront à Auschwitz-Birkenau, et en quelques heures, la plupart d'entre eux seront morts. Mais ceci n'est pas seulement une histoire concernant l'Allemagne, car ce train n'est pas allemand, il est hongrois. Les gardes sont hongrois. Les responsables qui organisent la déportation sont hongrois. Le réseau ferroviaire qui transporte ces personnes à travers l'Europe est hongrois. En seulement 56 jours durant l'été 1944, la Hongrie va déporter 437 000 de ses propres citoyens juifs vers les camps de la mort nazie, la déportation de masse la plus rapide de la Shoah. Non pas sous l'administration directe de l'Allemagne, ni à cause du chaos ou de l'effondrement, mais grâce à l'effort coordonné d'un État en fonctionnement. Et pourtant, dans la plupart des récits de la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie n'apparaît guère, à peine une note de bas de page dans une guerre dominée par l'Allemagne nazie. C'est une erreur, car la Hongrie n'a pas simplement été entraînée dans la guerre de Hitler. Elle s'est alignée avec lui, elle a négocié avec lui, elle a combattu à ses côtés sur le front de l'Est et, au final, elle a contribué à l'une des actions de meurtre de masse les plus rapides et dévastatrices de l'histoire moderne. Alors, comment une nation en arrive-t-elle là ? Comment un pays avec une population juive établie de longue date, profondément intégrée, patriote, tissée dans la vie nationale, peut-il se retourner contre ses propres citoyens avec une telle rapidité et efficacité ? Et pourquoi, en 1944, alors que l'Allemagne était déjà en train de perdre la guerre, la Hongrie a-t-elle accéléré les massacres au lieu de les ralentir ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter dans le temps. Remonter avant Hitler, avant la guerre, jusqu'à un moment de traumatisme national qui a bouleversé tout ce que la Hongrie croyait d'elle-même et ce qu'elle était prête à faire pour inverser son destin. Voici l'histoire de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale, non pas comme un simple spectateur, mais comme l'un des alliés les plus importants et les plus méconnus d'Hitler. Pour comprendre les choix de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut d'abord comprendre ce que la Hongrie a perdu lors de la Première Guerre mondiale. Avant 1918, le royaume de Hongrie était l'un des deux piliers de l'Empire austro-hongrois, un vaste État multiethnique qui s'étendait des Alpes aux Carpates, de la Bohême à la mer Adriatique. La Hongrie elle-même gouvernait un territoire d'environ 325 000 km². C'était une grande puissance européenne, avec Budapest comme l'une des capitales les plus magnifiques du continent. Puis vint la défaite. Le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920, fut l'un des règlements de paix les plus sévères de l'histoire européenne moderne, du moins du point de vue de la nation qui en fit les frais. La Hongrie perdit 67% de son territoire d'avant-guerre. Elle perdit 72% de sa population. Des communautés entières de langue hongroise en Transylvanie, en Slovaquie et dans l'ex-Yougoslavie se retrouvèrent soudain à vivre sous des drapeaux étrangers. Des villes hongroises depuis des siècles furent remises à la Roumanie, à la Tchécoslovaquie et au tout nouveau royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Pour les Hongrois, Trianon n'était pas simplement un revers diplomatique. C'était un traumatisme national, une humiliation gravée dans la mémoire collective du pays avec une telle intensité qu'elle allait façonner sa politique pendant des générations. Le mot qui définissait la vie politique hongroise pendant l'entre-deux-guerres était « révisio », la révision. La révision de Trianon, la restauration des terres perdues. Tous les grands mouvements politiques, des conservateurs modérés aux nationalistes radicaux, se drapaient dans le drapeau de la récupération territoriale. C'était l'idée motrice de l'époque, et cela créait une vulnérabilité, car toute puissance étrangère prête à promettre à la Hongrie ce qu'elle avait perdu trouverait un public réceptif à Budapest. Ce public réceptif trouva son leader le plus important de l'entre-deux-guerres
en la personne de Miklos Horthy. Horthy était un personnage inhabituel. Ancien amiral de la marine austro-hongroise, une marine qui n'existait plus, au service d'une flotte sans mer. Il avait dirigé les forces contre-révolutionnaires qui écrasèrent la brève République soviétique de Hongrie en 1919. Dans la vague de violence qui suivit, connue dans l'histoire sous le nom de Terreur blanche, des milliers de socialistes, de communistes et de juifs furent tués par les paramilitaires de Horthy. Ce fut le premier massacre politique organisé du XXe siècle en Hongrie. Ce ne serait pas le dernier. En 1920, Horthy fut proclamé régent de Hongrie. Le royaume existait encore nominalement, mais il n'avait pas de roi. Horthy allait en être le chef d'État pendant les 25 années suivantes, naviguant sur une voie complexe entre le semblant de démocratie et la réalité autoritaire. Il était conservateur, nationaliste, anticommuniste et antisémite, mais de façon tiède, presque réflexe, comme c'était courant chez l'aristocratie européenne de sa génération. Il ne détestait pas les Juifs avec une ferveur idéologique, mais il considérait leur subordination comme naturelle, appropriée, voire nécessaire. En 1920, la Hongrie devint le premier pays d'Europe d'après-guerre à adopter une loi antisémite moderne, le numerus clausus, limitant l'inscription des étudiants juifs à 5% du total des effectifs universitaires. Cette loi ne résultait pas d'une pression allemande. Elle venait du gouvernement hongrois lui-même. Tout au long des années 1920 et du début des années 1930, la Hongrie dériva dans une semi-isolation morose et pleine de ressentiment. Le traité de Trianon en avait fait un État révisionniste par définition, mais la Grande-Bretagne et la France, architectes du règlement de paix, ne montrèrent aucun intérêt à prendre en compte les griefs hongrois. Benito Mussolini, en Italie, proposa des relations plus chaleureuses, et la Hongrie se rapprocha de Rome. Puis, après 1933, quelque chose de plus conséquent apparut aux portes de la Hongrie. Adolf Hitler arriva au pouvoir en Allemagne. Pour Horthy et l'establishment politique hongrois, Hitler représentait un dilemme enveloppé d'une opportunité. Son idéologie était extrême, ses méthodes étaient inquiétantes, mais son objectif fondamental, la révision du règlement d'après-guerre, s'alignait presque parfaitement avec l'ambition nationale hongroise. Et contrairement à la Grande-Bretagne ou à la France, Hitler démantelait activement l'ordre européen qui avait paralysé la Hongrie. La question n'était pas de savoir s'il fallait s'engager avec l'Allemagne nazie. La question était de savoir combien il faudrait payer pour ce que l'Allemagne pouvait offrir. Au milieu des années 1930, la Hongrie avait commencé à entrer dans l'orbite de l'Allemagne. Les liens commerciaux se renforcèrent, les sympathies politiques évoluèrent. Et lorsque Hitler commença à formuler ses premières revendications territoriales en 1938, d'abord l'Autriche, puis les Sudètes, le gouvernement hongrois observa attentivement, calculant comment se positionner au mieux pour tirer profit de ce qui allait arriver. La réponse était plus proche que quiconque à Budapest aurait pu le prévoir, et cela allait coûter tout à la Hongrie. En novembre 1938, 6 semaines après que l'accord de Munich ait donné les Sudètes à Hitler, l'Allemagne et l'Italie offrirent un cadeau à la Hongrie. Le premier arbitrage de Vienne transféra à la Hongrie une bande du sud de la Slovaquie et de la Ruthénie subcarpatique, des territoires à forte population magyare, les remettant sous contrôle hongrois. En un instant, la Hongrie avait récupéré une partie de ce qu'elle avait perdu à Trianon, sans tirer un seul coup de feu. La jubilation à Budapest était immense. Des foules envahirent les rues. Les cloches des églises sonnèrent à travers tout le pays. Horthy entra dans la ville reconquise de Kassa sur un cheval blanc, tel un roi médiéval reprenant possession de son royaume. L'imagerie était enivrante et soigneusement choisie, mais le prix à payer était désormais visible pour quiconque voulait bien le voir. La Hongrie avait reçu son cadeau des mains d'Hitler, et Hitler ne faisait jamais de cadeau sans attendre quelque chose en retour. En août 1940, un second arbitrage de Vienne suivit. Cette fois, le prix était la Transylvanie du Nord, environ 43 000 km² arrachés à la Roumanie.
comprenant près de 2,5 millions d'habitants, dont une importante population hongroise. Une fois de plus, l'Allemagne et l'Italie jouèrent les arbitres. Une fois de plus, la Hongrie obtint le territoire qu'elle convoitait. Une fois de plus, la dette s'alourdissait. En 1940, la Hongrie avait officiellement rejoint le pacte tripartite, l'alliance liant l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Ce n'était pas une collaboration secrète, c'était un engagement public. La Hongrie avait choisi son camp. Le Premier ministre Pál Teleki était l'un des rares dirigeants hongrois à comprendre avec une réelle lucidité où menait cette voie. Géographe éminent et patriote, Teleki avait signé le pacte tripartite sous la pression, mais il nourrissait de sérieux doutes quant à l'alignement avec Hitler. Lorsque l'Allemagne exigea que la Hongrie laisse passer ses troupes sur son territoire pour envahir la Yougoslavie en avril 1941, Teleki se retrouva piégé. La Hongrie avait signé un traité d'amitié avec la Yougoslavie à peine 5 mois plus tôt. Permettre l'invasion aurait été une trahison de ce traité, une capitulation morale et une démonstration au monde entier que la souveraineté hongroise était en réalité fictive. Le 3 avril 1941, Pál Teleki s'est suicidé par balle. Sa lettre de suicide adressée à Horthy était brève et dévastatrice. Il écrivit que la Hongrie, par ses actes, était devenue complice de la vilainie, que la nation avait rompu sa parole et qu'il ne pouvait supporter cette honte. Horthy le remplaça et poursuivit l'invasion. Les troupes hongroises franchirent la frontière yougoslave. La Hongrie reçut la région de Bachka et d'autres territoires lors du démembrement ultérieur de la Yougoslavie. Le schéma était désormais établi. Collaborer, recevoir des territoires, accumuler le déshonneur, continuer à collaborer. Quelques semaines après l'opération en Yougoslavie, l'Allemagne lança l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Horthy, sans consulter le Parlement et poussé en partie par l'idéologie, en partie par la crainte de perdre la faveur de l'Allemagne, engagea les forces hongroises sur le front de l'Est. La décision fut prise sans déclaration de guerre officielle. Il fut simplement annoncé que la Hongrie combattait désormais dans la plus grande guerre terrestre de l'histoire de l'humanité, aux côtés d'Adolf Hitler, en plein cœur du territoire soviétique. Ce que personne à Budapest ne pouvait pleinement comprendre à l'été 1941, c'est que les soldats hongrois, sous-entraînés, mal équipés, mal soutenus, étaient envoyés vers une catastrophe. Et que la catastrophe sur le front de l'Est aurait des conséquences non seulement pour ces soldats, mais aussi pour des centaines de milliers de civils hongrois qui n'avaient absolument rien à voir avec la stratégie militaire. La machine était lancée, et il était très difficile d'arrêter une machine une fois qu'elle avait démarré. La deuxième armée hongroise est arrivée sur le front de l'Est au printemps 1942. Elle comptait environ 200 000 hommes. Elle fut chargée de tenir un secteur de 200 km le long du front de la rivière Don, dans le sud de l'Union soviétique, servant de flanc étendu au sein du groupe d'armées sud-allemand. La position était stratégiquement cruciale, mais militairement intenable. Les soldats hongrois disposaient d'une artillerie insuffisante, de capacités anti-chars minimales et d'un équipement divers totalement inadapté au froid russe. Ils étaient, dans un sens très réel, de la chair à canon, placés là pour libérer des divisions allemandes en vue d'opérations offensives plus au sud. Ce calcul allait s'avérer catastrophique. En janvier 1943, après la contre-offensive soviétique qui encercla la 6e armée allemande à Stalingrad, les forces soviétiques lancèrent l'opération Ostrogoïsk-Rossoche. L'attaque frappa la position de la 2e armée hongroise avec une force écrasante. Les Hongrois étaient surpassés en armement, en effectifs et dans de nombreux cas littéralement gelés. Les températures étaient tombées à moins 30 ou 40 degrés Celsius et de nombreux soldats ne pouvaient pas utiliser leurs armes. Le front s'est effondré. En 2 semaines de combat, la 2e armée hongroise fut pratiquement anéantie. Les estimations des pertes varient, mais la plupart des historiens situent les pertes hongroises entre 120 000 et 150 000 morts, blessés, capturés ou disparus.
Des villages dans toute la Hongrie reçurent la nouvelle de pères, fils et frères, qui ne reviendraient jamais. Ce fut la pire catastrophe militaire de l'histoire hongroise. À Budapest, la catastrophe du Don provoqua à la fois du chagrin et un discret réveil chez certains membres de l'élite hongroise. Si tel était le résultat de l'alignement avec l'Allemagne, peut-être fallait-il reconsidérer cet alignement. Mais reconsidérer l'alliance était bien plus compliqué qu'il n'y paraissait. L'Allemagne avait donné des territoires à la Hongrie. Si la Hongrie faisait défection pour rejoindre le camp allié, l'Allemagne reprendrait vraisemblablement ces territoires et imposerait une occupation militaire. Le gouvernement hongrois était piégé par la logique de ses propres accords. Chaque avantage accepté de la part d'Hitler était devenu une nouvelle chaîne. Il existait également une dimension politique interne qui rendait tout rapprochement avec les alliés extrêmement dangereux. En Hongrie, le mouvement d'extrême droite des Croix fléchées, le parti fasciste hongrois inspiré ouvertement des nazis, avait gagné en influence tout au long de la fin des années 1930 et pendant la guerre. Des dirigeants des Croix fléchées comme Ferenc Szalasi bénéficiaient d'un véritable soutien populaire, notamment parmi les pauvres des villes et les rangs inférieurs de l'armée. Ils étaient impatients face à la modération perçue de Horthy. Ils voulaient que la Hongrie aille plus loin, plus vite, dans toutes les directions importantes pour l'extrême droite radicale. Les Croix fléchées surveillaient le gouvernement. Ils avaient des yeux dans chaque institution. Tout signe de faiblesse, tout soupçon de négociations secrètes avec les alliés occidentaux pouvait potentiellement déclencher un coup d'État venant de la droite, ou, bien pire, provoquer une intervention allemande. Horthy commença, prudemment et maladroitement, à chercher une issue. Il entra en contact discret avec des représentants alliés. Il remplaça les ministres qu'il jugeait trop pro-allemands par des personnalités qu'il considérait comme plus pragmatiques. Au printemps 1944, alors que les forces soviétiques avançaient rapidement et que l'invasion alliée de l'Italie était déjà en cours, Horthy croyait manœuvrer habilement, pensant qu'il jouait un jeu compliqué et qu'il était en train de gagner. Il se trompait. L'Allemagne observait elle aussi. Aux premières heures du 19 mars 1944, les forces allemandes franchirent la frontière hongroise. Il n'y eut aucune déclaration de guerre. Il n'y eut aucun ultimatum. Il n'y eut aucune résistance formelle. Les troupes allemandes entrèrent tout simplement en Hongrie et l'occupèrent, pénétrant dans Budapest dès le matin, prenant le contrôle des infrastructures clés, des bâtiments gouvernementaux et des centres de communication avant même que la plupart des citoyens hongrois aient terminé leur petit déjeuner. Hitler avait convoqué Horthy à une réunion en Allemagne le 18 mars, une conversation en tête-à-tête au Schloss Klesheim, en Autriche. Pendant que Horthy était assis dans une pièce dorée, à écouter qu'on lui disait que l'Allemagne disposait d'informations fiables sur la déloyauté de la Hongrie, les forces allemandes franchissaient déjà les frontières de son pays. La réunion n'était qu'une diversion mise en scène. L'occupation avait été planifiée depuis des mois. Horthy est rentré en Hongrie pour la trouver sous contrôle militaire allemand. Ce qu'il choisit de faire ensuite définit son héritage historique, ainsi que celui de la Hongrie. Il ne démissionna pas. Il n'appela pas les Hongrois à résister. Il n'essaya pas de fuir à l'étranger pour établir un gouvernement en exil, comme l'avait fait le roi de Norvège en 1940. Il resta. Il demeura régent. Il accepta les exigences allemandes pour un nouveau gouvernement plus docile et donna son accord à la nomination de Döm Stoje, l'ancien ambassadeur de Hongrie à Berlin, comme Premier ministre. Horthy se persuadait qu'il pouvait limiter les dégâts en restant en place, que sa présence freinerait les pires excès, qu'une figure de proue hongroise valait mieux qu'une domination directe allemande. Les 56 jours suivants allaient mettre cette idée à l'épreuve, presque jusqu'à l'insupportable. Ce que l'occupation allemande apporta à la Hongrie ne se limita pas à un simple contrôle militaire. Elle apporta Adolf Eichmann. Le SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann arriva à Budapest le 19 mars 1944, le même jour que les troupes allemandes. Il arriva avec une petite équipe de spécialistes, un ensemble de plans et un objectif unique et précis,
la déportation de la population juive de Hongrie vers Auschwitz-Birkenau. Les Juifs de Hongrie, environ 725 000 personnes, constituaient la plus grande communauté juive restante dans l'Europe contrôlée par l'Allemagne. Pendant des années, malgré la discrimination des lois antisémites de l'État hongrois, ils avaient survécu. Le gouvernement hongrois avait à plusieurs reprises refusé les demandes allemandes de les livrer. Certains Juifs avaient même commencé à croire que la Hongrie pourrait, d'une certaine manière, être différente. L'arrivée d'Eichmann mit fin à cette croyance. Ce qui suivit fut un chef-d'œuvre de mal bureaucratique. Eichmann n'avait pas besoin d'amener des milliers de membres du personnel allemand en Hongrie. Il avait seulement besoin de la coopération de l'État hongrois, et l'État hongrois, sous son nouveau gouvernement Salassi, coopéra presque sans hésitation. La gendarmerie hongroise, la Csendország, s'est vu confier la tâche de regrouper les Juifs dans la Hongrie provinciale. Ils ont parcouru ville après ville avec une efficacité brutale, forçant les communautés juives à rejoindre des ghettos désignés, confisquant les biens, séparant les familles. Les administrateurs civils hongrois ont organisé la logistique. Les chemins de fer hongrois ont fourni les trains. Eichmann a plus tard décrit son opération en Hongrie comme la plus fluide qu'il ait jamais menée. La machine bureaucratique était presque entièrement hongroise. L'Allemagne fournissait la destination et l'idéologie. La Hongrie fournissait l'infrastructure. Les premiers convois sont partis le 15 mai 1944. Le processus était méthodique. Le pays était divisé en zones et les déportations se faisaient zone par zone, en commençant par le nord-est et en avançant progressivement vers la capitale. Dans chaque zone, le schéma était identique. Concentration, ghettoisation, rassemblement en un point central, puis embarquement dans les trains. Les trains allaient à Auschwitz. À Auschwitz, les Juifs hongrois ont été confrontés à tout l'appareil du système d'extermination nazi. Sur la rampe, la plateforme de sélection, des médecins SS, dont Joseph Mengele, procédaient à la sélection. Ceux jugés aptes au travail étaient dirigés d'un côté. Les personnes âgées, les enfants, les faibles, les mères avec leurs enfants, étaient dirigés de l'autre côté. On leur disait qu'ils allaient dans des douches. Ce n'était pas le cas. L'ampleur était extraordinaire et presque incompréhensible. Au cours de certaines semaines de mai et juin 1944, les convois en provenance de Hongrie arrivaient à un rythme tel que les crématoires d'Auschwitz-Birkenau ne pouvaient pas traiter les morts assez rapidement. Des fosses communes ont été creusées, les corps étaient brûlés dans des fosses à ciel ouvert. Les propres archives du camp témoignent de la pression extraordinaire exercée sur sa capacité de mise à mort durant cette période. Au 9 juillet 1944, environ 437 000 Juifs hongrois avaient été déportés, presque tous à Auschwitz. On estime qu'environ 320 000 d'entre eux ont été tués à leur arrivée, ou peu de temps après. Cela s'est produit en 56 jours. Pendant toute cette période, des informations sur ce qui se passait étaient disponibles pour quiconque voulait bien les chercher. En avril 1944, 2 prisonniers d'Auschwitz, Rudolf Werba et Alfred Wetzler, se sont évadés du camp et ont rejoint la Slovaquie, où ils ont rédigé un compte-rendu détaillé et précis des opérations d'Auschwitz. L'infrastructure de mise à mort, le processus de sélection, le nombre de morts. Ce document, connu sous le nom de rapport Werba-Wetzler, est parvenu aux dirigeants juifs hongrois au début du mois de mai, juste au moment où les déportations commençaient. Il est parvenu au pape Pie XII. Il est parvenu à la presse suisse. Il est parvenu au gouvernement américain. Les déportations ont continué. À Budapest, certains dirigeants hongrois commencèrent à avoir des doutes, non pas forcément par répulsion morale, mais en raison d'une prise de conscience croissante que l'Allemagne était en train de perdre la guerre et qu'être identifié comme l'architecte d'un meurtre de masse pourrait avoir des conséquences lors des négociations de paix. En juin, les débarquements alliés en Normandie avaient ouvert un second front en Europe de l'Ouest. Les forces soviétiques avançaient. Le Troisième Reich se contractait de tous côtés.
À la fin juin et au début juillet, Horthy reçut une série de communications qui provoquèrent une véritable inquiétude. Le pape Pie XII adressa un appel direct. Le roi de Suède, Gustave V, envoya un message personnel. Le président Franklin Roosevelt avertit qu'il y aurait de graves conséquences. Même le dirigeant de la Suisse neutre exprima son inquiétude. Le 6 juillet 1944, Horthy ordonna l'arrêt des déportations. C'était à tout point de vue un acte de conscience tardif et insuffisant. Des centaines de milliers de personnes étaient déjà mortes. La communauté juive de Budapest, soit environ 200 000 personnes, fut épargnée d'une déportation immédiate, mais leur situation demeurait désespérée. Et à l'intérieur de la Hongrie, les forces qui avaient mené les déportations étaient toujours en place, toujours armées, toujours idéologiquement déterminées à achever ce qui avait été commencé. Horthy avait arrêté les trains, mais il n'avait pas démantelé la machine qui les avait construits. Le 15 octobre 1944, Miklos Horthy fit l'annonce qu'il essayait, en vain, de faire depuis des mois. Sur la radio d'État hongroise, La Voix brisée, Horthy déclara que la Hongrie cherchait à conclure un armistice avec l'Union soviétique. Il reconnut que l'Allemagne avait perdu la guerre. Il appela les soldats hongrois à déposer les armes. Il avait commis des erreurs cruciales dans la préparation. Il n'avait pas coordonné efficacement avec les commandants militaires hongrois. Il n'avait pas sécurisé les installations clés à Budapest. Il n'avait pas veillé à ce que la diffusion soit suivie d'actions concrètes sur le terrain. L'annonce n'était en réalité que des mots sans la réalité militaire pour les soutenir. Les Allemands avaient anticipé ce moment. Ils avaient un plan. L'opération Panzerfaust était une opération SS dirigée par le commando Otto Skorzeny, le même homme qui avait sauvé Mussolini de la garde italienne en 1943. Son objectif était de neutraliser la déclaration d'armistice de Horthy et de le remplacer par un gouvernement qui poursuivrait la guerre. L'équipe de Skorzeny a enlevé le fils de Horthy, Miklos Horthy Jr., l'enroulant dans un tapis et le transportant jusqu'à un avion allemand. En quelques heures, Horthy s'est vu présenter un choix, démissionner ou son fils serait tué. Horthy a démissionné. Il a été emmené en Allemagne, où il passerait le reste de la guerre sous une garde allemande relativement souple. Il survivrait. Quelques heures après la destitution de Horthy, Ferenc Szálasi et le Parti des Croix fléchées prirent le pouvoir en Hongrie. L'expérience hongroise de collaboration conservatrice et calculée était terminée. Ce qui l'a remplacé était quelque chose de plus brut, de plus fanatique et de plus immédiatement meurtrier. Le gouvernement des Croix fléchées était la Hongrie nazie sans la discipline nazie. Là où le gouvernement Szálasi avait commis ses crimes à travers une machinerie bureaucratique, les Croix fléchées opéraient par la terreur directe. Les miliciens des Croix fléchées parcouraient les rues de Budapest, arrachant les Juifs de leurs appartements, des hôpitaux, de leurs cachettes. Ils les emmenaient sur les rives du Danube, leur faisaient enlever leurs chaussures, puis les abattaient pour que leur corps tombe dans le fleuve. Les chaussures étaient récupérées et envoyées à l'économie de guerre allemande. Les corps étaient emportés par le courant. On estime que 10 à 15 000 Juifs furent tués à Budapest pendant la période des Croix fléchées, beaucoup lors d'actes de violence spontanés, sans aucune autorisation bureaucratique, motivés uniquement par l'idéologie et la liberté d'agir sans aucune contrainte. Au même moment, la SS réorganisa la déportation des Juifs hongrois survivants. Incapables d'utiliser le transport ferroviaire vers Auschwitz, les chemins de fer étant de plus en plus perturbés par les bombardements alliés et l'avancée soviétique. Eichmann organisa des marches forcées. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et de personnes âgées furent contraints de marcher à pied de Budapest jusqu'à la frontière autrichienne, parcourant des centaines de kilomètres dans le froid de l'automne. Des milliers de personnes moururent sur les routes. Ceux qui survécurent furent livrés à des projets de travail forcés en Autriche. Au milieu de ces ténèbres, un petit nombre de personnes originaires de pays neutres entreprirent des opérations de sauvetage extraordinaires. Raoul Wallenberg, un diplomate suédois,
délivra des passeports de protection suédois à des dizaines de milliers de juifs hongrois, les installant dans des bâtiments placés sous protection suédoise à Budapest. Karl Lutz, vice-consul suisse, offrit une protection similaire. Le nonce apostolique, Angelo Rota, délivra des papiers au nom du Vatican. Ces hommes agirent au péril de leur vie, défiant directement la violence des croix fléchées et la pression allemande. Ils sauvèrent des milliers de vies. Budapest elle-même était désormais un champ de bataille. Les forces soviétiques avaient encerclé la capitale hongroise en décembre 1944. Le siège de Budapest, l'une des batailles urbaines les plus féroces de toute la guerre, dura jusqu'en février 1945. Environ 38 000 soldats allemands et hongrois, ainsi qu'environ 800 000 civils, étaient piégés à l'intérieur. Les combats étaient d'une sauvagerie extrême. Des quartiers entiers furent réduits en ruines. Les pertes civiles furent énormes. Lorsque les commandants allemands et hongrois tentèrent finalement une percée le 11 février 1945, ils furent en grande partie anéantis. Budapest tomba le 13 février 1945. La guerre en Hongrie se poursuivit jusqu'en avril, alors que les dernières unités allemandes et hongroises étaient repoussées des régions occidentales du pays. Le gouvernement des Croix fléchées s'effondra. Salassi s'enfuit vers l'ouest. Il fut capturé, jugé et exécuté en 1946. La Hongrie était en ruine. L'Union soviétique a libéré la Hongrie. C'est l'expression factuellement exacte. C'est aussi une expression qui ne décrit qu'une partie de la réalité. Les forces soviétiques ont chassé les Allemands et mis fin à la terreur des croix fléchées. Elles ont aussi apporté leur propre forme d'occupation. En 1947, un gouvernement communiste soutenu par les soviétiques avait pris le pouvoir à Budapest. En 1949, la Hongrie était devenue une république populaire au sein du bloc soviétique. Pendant les 4 décennies suivantes, l'histoire hongroise fut écrite selon les modèles soviétiques. Le récit officiel mettait l'accent sur l'agression fasciste et la libération communiste. Ce n'était pas un récit qui encourageait un examen honnête de la complicité hongroise dans la Shoah. Les auteurs étaient catégorisés comme fascistes et agents étrangers. L'État hongrois, sa gendarmerie, son administration civile, ses cheminots, étaient en grande partie absous dans la mémoire officielle. Les survivants étaient découragés de s'exprimer. Les commémorations étaient limitées. Le nécessaire travail de mémoire n'a pas eu lieu. Il y eut des procès dans les années qui suivirent immédiatement la guerre. Plusieurs responsables hongrois directement impliqués dans les déportations furent poursuivis. László André et László Baki, les 2 secrétaires d'État qui avaient organisé la ghettoisation et le processus de déportation avec un enthousiasme bureaucratique extraordinaire, furent jugés, condamnés et exécutés en 1946. D'Ernest Todal fut exécuté la même année. Mais le processus judiciaire était incomplet, politiquement motivé à sa manière et a laissé une vaste complicité institutionnelle sans examen. Horthy lui-même n'a jamais été jugé pour crime de guerre. Il avait été emmené en Allemagne par les nazis, ce qui lui conférait aux yeux des Alliés un certain statut ambigu de victime. Plus concrètement, les services de renseignement américains le trouvaient potentiellement utile au début de la guerre froide, à une époque où toute figure anticommuniste acquérait de la valeur par défaut. Il est mort en exil au Portugal en 1957, affirmant jusqu'à la fin que ses choix avaient été nécessaires et qu'il ne portait aucune responsabilité personnelle dans les déportations. Cette affirmation mérite d'être examinée. Les faits ne sont pas ambigus. La gendarmerie hongroise opérait sous l'autorité de l'État hongrois. La structure administrative qui a concentré, ghettoisé et transporté les citoyens juifs était hongroise. Les déportations ont été effectuées alors que Horthy restait nominalement au pouvoir. Il ne les a pas ordonnées, mais il ne les a pas non plus arrêtées avant juillet 1944 et même alors, seulement sous une intense pression internationale. L'argument selon lequel il était contraint, qu'il agissait dans la terrible logique de l'occupation allemande, qu'il a arrêté les déportations de Budapest et ainsi sauvé un nombre significatif de vies,
Ces arguments ont leur place dans une évaluation historique nuancée. Ils ne constituent pas une exonération. La confrontation de la Hongrie avec cette histoire a été lente et profondément inégale. À partir de 1989, avec la période post-communiste, de véritables recherches historiques sont devenues possibles. Des historiens, archivistes et documentaristes hongrois ont commencé le travail difficile d'examiner ce qui s'était réellement passé. Les preuves qui ont émergé étaient accablantes, non pas parce qu'elles révélaient le contrôle allemand, cela avait toujours été su, mais parce qu'elles démontraient à quel point les institutions hongroises avaient collaboré bien au-delà de ce qu'exigeait strictement la pression allemande. Certains des principaux responsables de l'organisation des déportations avaient été enthousiastes et non simplement obéissants. Laszlo Endre, l'un des secrétaires d'État exécutés, avait été un antisémite obsessionnel qui avait défendu la persécution des Juifs bien avant l'occupation allemande. La gendarmerie hongroise avait exercé une violence dans le processus de concentration dans les ghettos qui dépassait les attentes allemandes. Il existe des cas documentés où des responsables hongrois ont accéléré les déportations au lieu de les ralentir. La lutte politique et culturelle autour de cette histoire s'est poursuivie au XXIe siècle. En 2014, le gouvernement hongrois a érigé à Budapest un mémorial qui présentait la Hongrie comme une victime de l'agression allemande, un aigle représentant l'Allemagne attaquant l'archange Gabriel, symbole de la Hongrie. Le mémorial a suscité de vives protestations de la part de survivants de la Shoah, d'historiens et d'organisations juives, qui ont estimé qu'il occultait et falsifiait la responsabilité hongroise. La controverse n'était pas seulement académique. Elle reflétait un débat actuel sur l'identité nationale, sur le passé que la Hongrie choisit de revendiquer, et sur la question de savoir si une mémoire honnête est compatible avec la fierté nationale. Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse simple. Ce sont les questions qu'un véritable examen historique soulève toujours, et ce sont, à leur manière, les questions que cette histoire allait inévitablement nous pousser à poser. 600 000, c'est le consensus des chercheurs sur le nombre de Juifs hongrois qui ont péri pendant la Shoah. Sur une communauté d'environ 825 000 personnes avant la guerre, environ 75% ont été tués. Dans les campagnes, des communautés juives qui existaient depuis des siècles, des communautés d'artisans, d'agriculteurs, de professionnels, d'enseignants ont tout simplement cessé d'exister. Des mondes culturels entiers ont été effacés. La communauté juive hongroise qui a survécu était concentrée de façon disproportionnée à Budapest, où les déportations avaient été arrêtées en juillet 1944 et où Wallenberg, Lutz et d'autres avaient mis en place leur réseau de sauvetage. Même là, des milliers de personnes avaient été tuées par les croix fléchées dans les derniers mois. La population civile hongroise non juive a elle aussi payé un prix énorme. Les estimations du nombre total de morts hongrois pendant la guerre, y compris les pertes militaires, les morts civiles dues aux bombardements, au siège de Budapest, aux exécutions politiques d'après-guerre et au transfert de population, varient de 400 000 à 600 000. Le pays a perdu environ un quart de sa richesse nationale. L'industrie a été anéantie, les infrastructures détruites. Lorsque les forces soviétiques ont finalement quitté le pays à la fin des années 1940, remplacées par des autorités nationales soutenues par l'Union soviétique, la Hongrie était économiquement et politiquement brisée. Qu'avait-elle gagné? Rien qui ait duré. Toutes les acquisitions territoriales obtenues par les arbitrages de Vienne, la Transylvanie du Nord, le sud de la Slovaquie, les territoires yougoslaves, furent abandonnés lors du traité de paix de Paris de 1947. Les frontières de 1937, que la Hongrie considérait comme une humiliation insupportable, furent essentiellement rétablies. Tout le projet de révisionnisme, cette obsession nationale qui avait poussé la Hongrie dans les bras de Hitler, n'avait rien accompli, si ce n'est d'aggraver la catastrophe initiale. L'amère ironie est flagrante.
Le traité de Trianon avait été véritablement injuste à certains égards, notamment dans le traitement des populations ethniquement hongroises qui se sont retrouvées du mauvais côté des nouvelles frontières. Ces griefs méritaient une réponse diplomatique, mais la décision de chercher à les résoudre par un partenariat avec le régime le plus meurtrier de l'histoire moderne n'a pas permis de récupérer les territoires perdus. Elle les a échangés contre une génération de destruction et le sang de centaines de milliers de citoyens du pays. L'histoire n'offre aucun contrefactuel net. Nous ne pouvons pas savoir ce que la Hongrie aurait pu accomplir en faisant d'autres choix. Mais nous pouvons noter que la Finlande, confrontée à une pression militaire soviétique bien plus directe, a mené ses guerres de manière défensive et a réussi à préserver à la fois son indépendance et son caractère démocratique pendant le conflit. La Bulgarie, autre allié de l'Allemagne, a en grande partie protégé sa population juive des déportations malgré la pression allemande. Les choix faits à Budapest entre 1938 et 1944 n'étaient pas les seuls possibles. Ils ont été choisis. Raoul Wallenberg, qui avait sauvé des dizaines de milliers de vies juives hongroises grâce à son courage personnel et à son ingéniosité diplomatique, a été arrêté par les forces soviétiques à Budapest en janvier 1945. Les soviétiques le soupçonnaient apparemment d'être un espion américain. Il a été emmené à Moscou et emprisonné. Il n'a plus jamais été vu en public. Le gouvernement soviétique a affirmé pendant des décennies qu'il était mort sous leur garde en 1947. La vérité complète sur son sort n'a jamais été établie. C'est une conclusion appropriée à cette histoire. Un homme qui représentait le meilleur de ce que l'humanité peut offrir, qui a utilisé la bureaucratie comme un outil de sauvetage plutôt que de destruction, qui a risqué sa vie pour s'opposer à la machine, dévoré finalement par une autre machine. Sa mémoire perdure. Son destin reste irrésolu. Elie Wiesel, qui a survécu à Auschwitz et Buchenwald et est devenu l'un des témoins les plus importants de la Shoah au XXe siècle, était originaire de Sighetu Marmației, une ville du nord de la Transylvanie, qui avait été rendue à la Hongrie lors du deuxième arbitrage de Vienne. Il avait 15 ans lorsque lui et sa famille ont été déportés de chez eux par la gendarmerie hongroise en mai 1944. Dans ses mémoires, il a décrit le moment du départ, la communauté qui avait existé pendant des générations, la synagogue, la cour, la rue familière, tout cela s'éloignant alors que le convoi partait. Il ne comprenait pas à ce moment-là ce qui l'attendait. Il a survécu pour raconter au monde. La plupart des membres de sa communauté n'ont pas survécu. Ce que l'histoire de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale révèle finalement, ce n'est pas simplement l'anatomie de l'échec moral d'un pays. Elle révèle les mécanismes par lesquels des institutions ordinaires, des gouvernements, des forces de police, des administrations civiles, des compagnies ferroviaires peuvent devenir des instruments de meurtre de masse, non pas malgré leur caractère ordinaire, mais précisément à cause de celui-ci, parce que leur banalité les rendait efficaces. Parce que leurs fonctionnaires venaient travailler chaque matin, classaient leurs dossiers, exécutaient des ordres, puis rentraient dîner chez eux. L'historien Christopher Browning, en examinant un contexte différent mais lié, a intitulé l'un des ouvrages majeurs sur ce sujet « Des hommes ordinaires ». Les hommes qui dirigeaient la gendarmerie hongroise, qui remplissaient les formulaires de déportation, qui scellaient les wagons de chemin de fer. Ils étaient, à leur manière, des hommes ordinaires. Ils avaient une famille. Ils avaient une carrière. Ils possédaient l'ensemble des caractéristiques humaines que la plupart des gens ont, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. La question que l'histoire nous laisse n'est pas seulement « comment cela a-t-il pu arriver ?» Cette question a des réponses, et elles ont été patiemment rassemblées par des décennies de recherche. La question que l'histoire refuse de clore est la plus difficile. Qu'aurais-je fait? Cette question n'a pas de réponse rassurante. Elle est faite pour rester ouverte. Elle est faite pour être inconfortable. Car le but de se souvenir du rôle de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale, le but de comprendre comment un gouvernement constitutionnel est devenu complice d'un génocide, n'est pas académique. Il ne s'agit pas simplement de tenir des archives historiques, aussi essentielles que soit ce travail de mémoire.
L'essentiel, c'est la vigilance. L'essentiel, c'est de reconnaître que les mécanismes de l'atrocité s'annoncent rarement comme tels. Ils se construisent pièce par pièce, loi après loi, restriction après restriction, jusqu'à ce que la machine soit en place et que ceux qui auraient pu l'arrêter se soient habitués à sa présence, l'aient normalisée, se soient convaincus que leur participation continue limite les dégâts, que l'alternative serait pire, que le système est trop puissant pour être combattu, qu'ils n'ont pas le choix. La Hongrie a choisi. À chaque étape, des choix ont été faits par de vraies personnes, dotées d'un véritable pouvoir et de véritables alternatives. Certains ont choisi de résister. Une poignée de diplomates ont délivré des papiers de protection et ont tenu tête aux autorités, parfois sous la menace des armes. Quelques officiers hongrois ont refusé d'obéir aux ordres. Des milliers de Hongrois ordinaires ont caché leurs voisins juifs au péril de leur vie. Leur exemple, lui aussi, fait partie de l'histoire. L'histoire n'est pas un verdict sur les morts, c'est un miroir tendu aux vivants. Puisse-t-il refléter quelque chose que nous puissions supporter de regarder? 15 mai 1944. Le premier train est parti de Kassa. Il transportait 3000 personnes. C'était le premier de 148 convois. En 56 jours, 437 000 êtres humains avaient été transportés par cette même route vers la même destination, sur une machinerie construite et exploitée par l'État hongrois. Les architectes de cette machinerie, les fonctionnaires qui ont délimité les zones, organisé les ghettos, planifié les convois, calculé la capacité, n'étaient pas des monstres au sens surnaturel du terme. C'étaient des bureaucrates. C'étaient des nationalistes. C'étaient des hommes qui s'étaient convaincus que ce qu'ils faisaient servait les intérêts de la Hongrie. Ils se sont tragiquement trompés. La Hongrie est entrée dans la Seconde Guerre mondiale en poursuivant un rêve, la restauration de sa grandeur perdue, la récupération des territoires arrachés lors du traité de Trianon, l'affirmation de son identité nationale par la force. Elle a obtenu, au terme de 2 décennies de collaboration calculée et de 6 années de guerre, ce qui suit. La mort de plus de la moitié de ses citoyens juifs, des centaines de milliers de victimes militaires et civiles non juives, la destruction de son économie, la perte de tous les gains territoriaux obtenus grâce à l'alliance avec Hitler et 40 années de domination soviétique. Ce rêve a coûté tout ce qu'il prétendait protéger. Le défi que pose l'histoire de la Hongrie n'est pas propre à la Hongrie. Chaque nation connaît sa propre version de cette tentation. Le moment où l'ambition l'emporte sur l'éthique, où le ressentiment national sert de justification à des compromis toujours plus grands, où la machine, une fois lancée, paraît trop puissante et trop efficace pour être démantelée. Chaque nation a ses propres hommes qui se sont dit qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres, que l'alternative aurait été pire, qu'ils pourraient limiter les dégâts de l'intérieur. Certaines nations ont affronté ces moments avec honnêteté. D'autres cherchent encore des moyens de détourner le regard. La remise en question de la Hongrie est toujours en cours. Les débats sur les mémoriaux, sur les récits historiques, sur la question de savoir qui porte la responsabilité de quoi, ne sont pas résolus. Ils sont vivants. Ils sont contestés. Ce n'est pas en soi un signe d'échec. Une société qui débat honnêtement de son passé, qui refuse de laisser le confort remplacer la vérité, est une société qui prend les leçons au sérieux. Ce qui ne peut être permis, ce que l'histoire ne tolérera pas en fin de compte, c'est l'affirmation que cela s'est simplement produit, que c'était purement extérieur, que la Hongrie a été victime de circonstances qui lui échappèrent. Les trains qui sont partis de Kassa le 15 mai 1944 n'étaient pas des trains allemands. C'étaient des trains hongrois. Ils partaient à l'heure. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus puissantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons ensemble ce voyage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous aimons entendre vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War. Continuez à poser des questions.
Continuez à chercher la vérité.